Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce premier webinaire de la semaine et mon premier webinaire de l'année 2018. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je souhaite tout d'abord vous souhaiter une très bonne année avec tous les vœux qui s'y accompagnent. Alors je retrouve dans les participants mes chers habitués. Alors bonjour à vous Didier et très bonne année 2018. Et bien écoutez Didier, vous également, j'espère que vous gagnerez énormément de pips. Bonjour François, j'espère que vous allez bien. Frédéric, voilà, j'espère également que tout le monde va bien. Raymond, Loïc, voilà. Très bonne année à tous. François qui me demande tu repars quand en vacances. Eh bien écoutez, pour moi, ce n'est pas prévu. Donc nous verrons bien. Alors tous mes meilleurs vœux, eh bien écoutez Catherine, à vous également, voilà. Tous mes meilleurs vœux à tout le monde, à tous les participants. Euh, et donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite ce fameux webinaire. Alors tout de suite, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement sa exécution d'ordre. La présentation est à titre indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors ce matin, nous avons le yen et le gold qui perdent légèrement de terrain. Le Nikkei et le Hang Seng Index qui progressent dans la lignée de ce qu'on a connu la semaine dernière, avec des nouveaux records, un très très bon démarrage de l'année 2018 sur les marchés actions. On a Wall Street qui marque des nouveaux records, les marchés actions européens qui, comme vous avez pu le voir, reviennent, rebondissent. Et donc le Nikkei et le Hang Seng Index et comme tous les autres indices asiatiques ce matin, en l'absence de catalyseurs qui pourraient impacter ces indices, et bien profite de la clôture haussière de Wall Street vendredi soir et de l'ouverture des résultats des entreprises pour progresser. Donc on a le Nikkei qui inscrit une hausse de près de 1% ce lundi matin. Au niveau du calendrier économique, alors très très peu d'annonces aujourd'hui qui sont attendues. Nous avons l'inflation suisse qui sera attendue à 9h15, qui est attendue inchangée par rapport à la précédente publication, c'est-à-dire à 0,8%. Je vous rappelle que 0,8%, c'est quand même une hausse. C'est une hausse par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques mois. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, l'inflation sur une année glissante tournait autour des 0,2, 0,4% en Suisse. Donc c'est très loin, certes, de l'objectif de la BNS, mais c'est une inflation qui augmente peu à peu. Voilà. En même temps, on a le franc suisse qui quand même se déprécie face à l'euro, face au dollar, face à la livre sterling. Et ces trois devises sont ces trois premiers partenaires économiques. Sinon, à 11h, nous aurons les ventes au détail de la zone euro et enfin 21h, pour ceux que ça intéressera, pour ceux qui intéresseront, le crédit à la consommation aux États-Unis. Voilà, alors on va commencer tout de suite par l'analyse technique. Alors je préfère vous préciser, il n'y aura pas de stratégie aujourd'hui, je reprends doucement. Demain, nous reprendrons les stratégies ensemble, on va faire de l'analyse technique, on va revoir un petit peu les scénarios que nous avons donnés lorsque nous étions quittés en 2017. Et donc voilà. Par ailleurs, je vous annonce que pour les clients chez IG, nous avons le Ripple qui cote depuis vendredi et le Litecoin qui va coter à partir de aujourd'hui. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse les crypto-monnaies, IG, il y a le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold, l'Ethereum, le Ripple et dorénavant le Litecoin. Voilà. Alors, USD Yen jusqu'à 113 aujourd'hui, 113,70, vous y croyez? Alors on va voir ça, tout ça ensemble. Alors déjà le dollar US avec son épaule tête épaule qui a été validé en clôturant en dessous de sa ligne de coût en fin d'année 2017, comme vous pouvez constater ici, ce qui donne un objectif théorique aux alentours des 90-90. Néanmoins, on peut voir que eh bien nous avons l'indice DXY qui rebondit sur ce support qui est tout simplement un prix de clôture mensuel. Si on se met sur, vous voyez le, le graphique mensuel, ce niveau-là correspond tout simplement à voilà ce niveau de prix. C'est le plus haut de 2005. Ensuite, si on devait tracer d'autres niveaux, eh bien nous aurions celui-ci, également celui-ci, et voilà.
Donc voilà, le cours qui rebondit sur ce niveau de support, une clôture bien évidemment en dessous de celui-ci serait un signal baissier en direction des 90-60. Donc voilà. Moi je pense concrètement que le DXY, vous connaissez mon opinion dessus, je suis plutôt baissier. Pourquoi? Eh bien parce que certes, on a des très bonnes statistiques macroéconomiques, mais si on parle en marge de progression, parce que c'est donc cela que nous devons parler, la marge de progression, eh bien c'est difficile d'avoir une croissance plus élevée aux États-Unis. 3%, c'est un petit peu le maximum de l'économie américaine. Donc actuellement, la croissance est de 3%, donc je ne vois pas comment on pourrait aller au-dessus, sachant que la croissance est attendue à la baisse, mais elle a été revue légèrement en hausse grâce à la réforme fiscale de Donald Trump. Voilà. Mais concrètement, elle ne dépassera pas, elle ne devrait pas beaucoup plus dépasser que 3% en 2018, donc ça ne devrait pas être un catalyseur. Au niveau du taux de chômage est relativement bas et c'est difficile de faire mieux. Il me semble que le taux de chômage est aux alentours des 4%, 4% aux États-Unis. Et enfin l'inflation, il n'y a que cette inflation qui pourrait faire remonter le cours du DXY, l'inflation qui oscille autour de 2%. Si on a une reprise, et disons que si l'inflation repart à 2,5, concrètement ça pourrait soutenir un minimum ce DXY. Ça pourrait le soutenir, je ne dis pas qu'on va avoir un retour d'un une tendance haussière. Pourquoi? Parce que si on a une inflation haussière, une inflation à 2,5% aux États-Unis, en zone euro et dans les autres pays, ça devrait être également une inflation assez haute et le marché devrait pricer plutôt ces monnaies qui sont sous-évaluées par rapport au dollar, qui sont encore sous-évaluées par rapport au dollar. Donc comme l'euro par exemple. L'euro, si on a une inflation qui dépasse les 2%, l'euro profitera beaucoup plus que si aux États-Unis on a une inflation qui est aux alentours des 2,3-2,4%. Voilà. Donc le DXY, moi au mieux je m'attends à une consolidation, mais sinon concrètement j'ai plutôt un sentiment baissier. Donc voilà, baissier, direction les 90-90. D'un point de vue moyen terme, on peut dire que le cours est dans un range. On va le tracer ensemble. Le range qui est entre le plus bas de septembre et on va dire ce plus haut. Donc c'est un large range, mais c'est possible qu'en 2018, c'est un scénario que nous pouvons peut-être nous attendre. C'est possible qu'en 2018 on ait un range trading entre 91 et 95. Voilà, entre 91 et 95, sachant que comme vous pouvez voir le RSI est en train de rebondir, donc c'est pas forcément le meilleur moment de shorter le DXY. Le premier niveau à vendre qui est intéressant pour vendre le DXY, ça serait ce niveau à 92,40. 92,40, c'est le premier niveau intéressant à vendre. On fait un tour des paires majeures, l'euro dollar qui a atteint 1,20. Donc voilà, l'objectif a été atteint, le DXY également. Hein. Je rappelle qu'en fin d'année, l'objectif c'était qu'en fin d'année, on atteigne, il me semble, euh, ce niveau de prix ou ce niveau de prix là, je ne me souviens plus exactement. Bref, c'était baissier quand nous étions quittés. Le scénario était baissier quand nous étions quittés en 2017. L'euro dollar c'était plutôt haussier avec un opinion jusqu'à 1,20. On peut voir que le cours a atteint ses plus hauts, mais ne les a pas dépassés. Il ne nous a pas dépassés. Pour que l'euro dépasse ce plus haut, il faudrait que le DXY casse ce niveau de support. S'il casse ce niveau de support, l'euro dollar dépassera ce plus haut à 1,21. Mais voilà, concrètement, c'est plutôt haussier sur l'euro dollar. Mes perspectives, concrètement pour le premier semestre, mes perspectives, comme vous pouvez voir, c'est que le cours continue de rejoindre le haut de ce canal baissier, de ce canal baissier, c'est-à-dire aux alentours des 1,24. 1,24, 1,25 pour le premier semestre, ce serait déjà intéressant. Alors j'ai des questions sur les indices, j'y répondrai juste après, on fait un tour des paires majeures, quelques paires croisées, et ensuite on parle aux indices boursiers. Donc voilà, l'euro dollar, aujourd'hui, nous avons, comme vous le savez, les quelques statistiques européennes, dont les ventes au détail, qui pourraient influencer le cours, mais concrètement, l'euro devrait rester au-dessus des 1,20, je pense, aujourd'hui. Donc 1,20, ça peut se payer. En intraday, vous ajoutez les points pivots et vous aurez des niveaux clés intéressants. Voilà, point pivot.
Et vous voyez que vous avez un pivot aux alentours des 1,1984. Voilà, 1,1984, 1,20, ça se paye. Au niveau du GBP-USD, le GBP est revenu chercher ses plus hauts de l'année 2017. Écoutez, pas de nouveau record à s'attendre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de catalyseur, tant du côté du Royaume-Uni que du côté du dollar US. Si on regarde le dollar US, cette semaine, nous n'avons pas vraiment eh bien, d'arguments nous permettant de shorter le dollar. Vous voyez que bon, on a l'IPC vendredi. À part cela, nous n'avons pas grand chose. Le NFP qui a été décevant la semaine dernière, ce qui a permis également de faire pression sur le DXY. Mais donc voilà, le GBP-USD devrait rester, je pense, vers ses plus annuels, tout comme l'euro-dollar. Donc des niveaux de support sur le GBP-USD comme 1,35 et sur l'euro-dollar comme 1,20. Je pense qu'à court terme ça se paye, même si voilà, d'un point de vue moyen long terme, on reste sous des niveaux de résistance. Donc voilà, ne payons pas les 1,35 pour chercher des nouveaux records. 1,35 se paye sur du court terme pour viser voilà, les 1,3550, 1,36. Pas plus. Vraiment des niveaux de prix qui vont nous intéresser pour passer à l'achat sur du long terme, ça va être les moyennes mobiles à 50 ou 200 jours. Moyenne mobile à 50, comme vous pouvez constater, qui coïncide avec le bas du canal ascendant. Donc là, si on a un retour sur les niveaux de prix aux alentours des 1,33, 1,34, ça se paierait. Ça se paierait sur du moyen long terme pour viser 1,36 et pourquoi pas 1,40. Au niveau de l'USD Yen, alors est-ce qu'on peut venir chez 113,70? Possible. Moi, la première résistance que je vois, c'est 130, 113,65. Voilà, donc vraiment cette résistance, elle est particulièrement importante, comme vous pouvez le constater. L'USD Yen, moi je la vois bien en range en 2018. Pourquoi? Parce qu'on a le yen qui devrait de plus en plus être pricé à l'image de l'euro qu'on a connu en 2017. Donc ce serait pas au premier semestre 2018, mais voilà, le yen pourrait être une devise intéressante à l'achat vers le deuxième semestre. Je vous l'avais expliqué en fin d'année dernière, tout simplement parce que les statistiques macroéconomiques au Japon s'améliorent grandement. Et étant donné que ça a été une devise extrêmement shortée ces précédentes années, c'est potentiellement une devise qui va être intéressante à l'achat, étant donné qu'elle est plutôt sous-évaluée par rapport au dollar ou par rapport à l'euro. Donc voilà, on va s'y intéresser beaucoup plus tard dans l'année 2018, mais en attendant, je ne m'attends pas à une stratégie haussière de long terme sur le SDN, en tout cas plus maintenant. Donc pour moi 114, ça sera un niveau de prix intéressant pour passer à la vente. Voilà, 114, ça serait vraiment idéal. L'USD-CAD, alors l'USD-CAD, avec un petite erreur de timing, je vous rappelle qu'on était passé à la vente aux alentours du 30 novembre, mais voilà, on a finalement eu notre baisse en fin d'année dernière, la cassure, la moyenne mobile à 50 jours, la cassure du bas du range, donc ça c'était le dernier signal baissier, et voilà, les 1,25 ont été atteints, donc félicitations à ceux qui ont suivi le scénario donné en début décembre, fin novembre, début décembre de l'année dernière. Félicitations parce que c'était pas facile à attendre la super performance du dollar CAD, mais ça y est, le dollar CAD qui revient en force. Si on regarde le CAD yen, voilà, le CAD yen qui marque des nouveaux records. Donc c'est pareil, le CAD yen, l'objectif a été atteint. Si on regarde voilà l'AUD CAD, alors l'AUD CAD un peu moins oui, voilà. Donc on est venu atteindre les 0,98 pardon. Depuis sa consolide, la UD qui est soutenue par le cours de l'or, donc on va y voir, on va y revenir un petit peu après, mais ça c'est pareil, le cours de l'or, l'objectif a été atteint. Euh, donc voilà, la puissance du Canadien, la puissance du dollar CAD, soutenue récemment par les bonnes statistiques du marché de l'emploi, parce que je vous rappelle que la dernière statistique macroéconomique un petit peu légère au Canada, c'est l'emploi. Alors je vais vous faire voir un graphique, un fichier Excel que j'ai fait qui n'est pas actualisé pour le mois de janvier, mais bon, ça va être particulièrement intéressant de le regarder quand même. Alors,
le voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour le webinaire, n'hésitez pas à en poser. Ouais, le Canada. Donc là, c'est les indicateurs pour le mois de novembre. Donc c'est les chiffres du mois de novembre qui ont été confirmés. Et vous pouvez voir que la variante encore un petit peu, je veux dire, en suspens au Canada, ça va être le chômage. Taux de chômage à 5,9%, l'inflation qui augmente. Mais voilà, on a quand même un taux de chômage euh, qui est amené à descendre. Donc là, elle n'a pas été actualisé pour pour le mois de décembre. Je vais le faire dans la semaine. Mais vous pouvez voir qu'on a ces statistiques. Et bien, plus on tend vers le rouge, plus la statistique est importante. C'est-à-dire que, par exemple, pour la zone euro, le taux de chômage et l'inflation vont avoir une importance importante. Alors que, par exemple, le taux de chômage, on va dire, taux de chômage en Suisse, qui est à 3,1%, eh bien, étant donné qu'il est déjà extrêmement bon, ça ne va pas avoir beaucoup de comment dire, d'impact sur le marché. Et là, nous avons la moyenne de l'inflation depuis 2010. Et en fait, ça va être intéressant pour voir un petit peu comment le pays, comment la situation actuelle est comparée, on peut le comparer depuis 2010, la situation tout simplement de l'inflation par rapport à la moyenne depuis 8 ans maintenant. Donc voilà, parce que chaque pays, oui, les banques centrales ont des objectifs à 2% pour l'inflation, mais on peut voir que on a des hausses des taux qui sont parfois plus rapides que certaines. Il y a des banques centrales qui attendent 2% et en dessous de 2%, il n'y a aucune hausse des taux. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus flexibles, comme la Banque du Canada. Voilà. Et vous pouvez voir que par exemple l'inflation en zone euro depuis 2010 elle est à 1,77%. C'est pour cela que même si l'inflation est à 1,4, on se rapproche tout de même de la moyenne de l'IPC depuis 2010. Et les États-Unis, vous voyez que l'inflation était à 2,2, la moyenne c'est 2,18. Voilà. Bref, on a des bonnes statistiques au Canada qui s'améliorent et donc je pense que bon, maintenant, il commence à être assez pricé ce dollar CAD. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on est dessus. Donc, pour ceux qui s'intéressent au dollar CAD maintenant, tout de suite, ça va être un petit peu compliqué. Faudra attendre des pullbacks. Des pullbacks, alors, l'USD CAD, par exemple, s'il revient à 1,25, ça pourrait être un niveau de prix intéressant pour passer à la vente et viser, eh bien, ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est les 1,2079, le plus bas de septembre, le plus bas de 2017. Mais là, pour ceux qui sont encore toujours à la vente sur l'USD CAD, vous pouvez maintenir la vente jusqu'à 1,21. Bien évidemment, prenez une partie des bénéfices, sécurisez au niveau du stop, mettez-le au point d'entrée pour voilà, protéger, pour pas que vous ayez de pertes. Mais je pense qu'il y a encore un potentiel baissier sur le SDCAD et aussi sur le CAD-Yen. Pour ce qui est de la UD, bon bah pour regarder la UD, il faut d'abord regarder le cours de l'or. Le cours de l'or, l'objectif à 1300 a été atteint. C'était 1285 il me semble. 1285 a été atteint. Voilà, donc pour ceux qui ont suivi l'objectif, écoutez, c'était honnêtement, je pense, l'objectif, le scénario du deuxième semestre de 2017 qui a été le meilleur que j'ai donné, je pense, avec la spéculation quant à une hausse de cours de l'or après la hausse des taux de la Fed. Parce que quoi? Parce que le marché avait pricé déjà la hausse des taux. Donc on avait pricé cette hausse jusqu'à 1980. Donc voilà, on avait le point d'entrée parfait. Nous avions le point d'entrée parfait. Bon, on aurait pu aller chercher un petit peu plus haut. Je ne pensais pas qu'on allait aller chercher des niveaux aussi élevés, pour être honnête avec vous. Mais voilà, je suis particulièrement content de ce scénario, pour être honnête avec vous. Donc le cours de l'or haussier, un retour à 1300, ça pourrait être un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Pourquoi payer le cours de l'or? Pourquoi payer le cours de l'or? Eh bien déjà, parce que le DXY, il va rester plutôt flat, comme vous savez en 2018. Moi, dans le meilleur des cas, je m'attends à ce qu'il soit à plat. Et mon sentiment, c'est plutôt baissier. Mais pour qu'il soit validé, ce sentiment, faudrait que le cours clôture en dessous de son plus bas de 2017, c'est-à-dire en dessous des 91 points. S'il clôture en dessous des 91, ce sera un signal baissier et ça confirmera mon sentiment baissier. Et donc au cours de l'or, concrètement, on a une hausse. On a toujours le marché qui se couvre. Je vous rappelle qu'en 2017, nous avions le cours de l'or qui a progressé de plus de 8%, ce qui est normalement la performance moyenne du S&P 500. Donc, ça veut dire que le cours de l'or était autant rentable que la moyenne des marchés actions
américain, ce qui est énorme. 8%, c'est beaucoup. Voilà. Donc c'était une excellente 2017 était une excellente année pour le cours de l'or. Est-ce qu'on fera la même chose en 2018? Je ne sais pas, mais en tout cas, je m'attends plutôt à une hausse. Plutôt à une hausse. On a toujours des catalyseurs à risque. On a toujours, bon, certes, la Corée du Nord qui semble un petit peu s'ouvrir. Est-ce que, voilà, on ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir, hein. Nous avions toujours des petites inquiétudes au niveau euh, au niveau de Donald Trump et de la Fed avec les hausses des taux, le calendrier des hausses des taux. Donc voilà, on n'a pas vraiment de visuel et ça va être compliqué d'un point de vue d'appétit pour risque de faire mieux que 2017 parce que 2017 c'était une excellente année pour les marchés actions. Donc ça va probablement être haussier, mais moins qu'en 2017. Donc le marché, moi, je m'attends à ce qu'il continue à se couvrir, continue à se diversifier. Donc 1350, ça me semble être une opportunité pour du moyen long terme à rentrer si le cours revient à 1300. Si le cours revient à 1300, ça serait un premier point d'entrée intéressant pour passer à l'achat. Alors on me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son fonctionne, s'il vous plaît? Son OK. Parfait. Très bien. Merci. Alors l'AUD. Donc du coup l'AUD, comme vous savez, est corrélé au cours de l'or. Il y a une corrélation qui est positive. Pourquoi? Parce que l'Australie est un exportateur de minerais, dont le minerai de l'or. Son premier client étant la Chine. Donc hausse de la croissance chinoise, hausse de la croissance mondiale, et hausse de la production, et donc hausse de la demande de l'or. Et hausse des minerais, généralement. Et même hausse des matières premières, pardon. Il faut savoir que quand on a une hausse de la croissance mondiale, on a les matières premières qui vont avoir tendance à se orienter vers le haut. Parce que il y aura une hausse de la consommation, donc une hausse de la production. Et pour produire, il faut de l'énergie et des matériaux. Voilà. Donc l'AUD, soutenu en partie par le cours de l'or, l'objectif a été atteint. Vous voyez. Encore une fois, on aurait pu avoir un objectif un peu plus ambitieux. Je suis resté un petit peu défensif, hein, je vous l'accorde, à ce niveau-là. Bon, on a eu une belle hausse. Il semblerait qu'on a une petite consolidation dorénavant, ce qui est tout à fait normal. Après une hausse, c'est toujours des impulsions, de consolidation, voire des retracements. Donc, euh, donc voilà, premier niveau intéressant à court terme serait un retour à 0,7813. D'un point de vue moyen terme, ça serait un retour à 0,7740. L'AUD avec la RBA, c'est probablement la prochaine banque centrale à augmenter ses taux avec la RBNZ. Donc RBNZ, RBA, moi je m'attends à une hausse des taux au niveau du deuxième trimestre. Voilà, donc le marché, je ne pense pas qu'il est encore totalement pricé et je ne pense même pas qu'il a pricé la hausse des taux de la RBA ou de la RBNZ, à part si je me trompe. En tout cas, c'est pas ce que je lis dans les prix. Donc, donc voilà, je pense qu'il y a clairement une possibilité de hausse, de poursuite de la tendance haussière sur l'AUD, tout comme le NZD. Donc l'AUD, si on a un retour à moyen immobilier de 100 jours, ça sera un niveau clé intéressant pour passer à l'achat sur du moyen terme et viser eh bien, les précédents records de 2007, c'est-à-dire 0,9125 face à un dollar qui est plutôt flat. Le NZD, c'est pareil que l'AUD, hein. Donc si on a un retour, bon, on va chercher un retour un peu plus ambitieux puisque moyen immobilier de 100 jours, on peut voir qu'on est dessus. Donc voilà, si on paye la moyenne immobilière de 100 jours, pourquoi pas, mais euh, je pense qu'on peut aller chercher des niveaux un peu plus bas, sachant que le RSI, comme vous pouvez constater, est à des niveaux assez élevés. Si on devait tracer une résistance, vous voyez que c'est le plus haut depuis plusieurs années. Donc voilà, le momentum qui a atteint un niveau de résistance, faut qu'il respire pour que la tendance haussière reste saine. Donc, ce qu'on va s'intéresser, c'est que le RSI revienne proche de 50. Et dès lors qu'il sera proche de 50, on pourra s'intéresser à un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Ça peut aussi bien correspondre à 0,70 en termes de prix que 0,71. Donc voilà, je ne vais pas vous donner un objectif de support en termes de prix, mais plutôt en termes de momentum. Donc, je répète, si on a un retour du RSI à 50, ça sera le timing pour s'intéresser aux positions acheteuses. Alors, j'ai beaucoup de questions. Alors, laissez-moi alors je les lis. Hop, hop, hop. Alors, j'ai des questions sur les indices. Les indices, je viens dans 2 minutes.
L'USD Yen, l'USD CHF, l'USD CAD, CAD Yen, AUD Yen, Bull. Exactement. USD Yen Bull. Jusqu'à 114. USD CHF. Nous n'y sommes pas encore. USD CHF. Alors, USD CHF, ça va être compliqué. Je vous admets que j'avais un objectif au-dessus de la parité au mois de novembre. Je pensais que le cours pouvait clairement venir chez les 1 et quelques. Mon point de vue a changé au niveau du dollar en novembre, comme vous le savez. Il a changé. Donc, sur l'USD CHF, je pense que le cours va rester en range entre la moyenne mobile de 100 jours et la parité. Donc, quand on est à la moyenne mobile de 100 jours, je pense que le plus intéressant d'un point de vue technique, c'est de le payer pour viser la parité, proche de la parité. Vous voyez, 0,9950. Et quand le cours est de retour à 0,9950, c'est peut-être le moment de parier sur la superperformance, oui, du franc suisse, et donc shorter l'USD CHF pour viser la moyenne mobile de 100 jours. Parce que, je vous le rappelle, on n'a pas de catalyseur pour le moment, pour 2018, qui justifierait une hausse du dollar. Une hausse vraiment importante du dollar. Pourquoi? Parce que l'inflation, elle est toujours aux alentours de 2%. Les hausses des taux de la Fed, il y en a toujours 3 qui est attendu en 2018. Au niveau de Jérôme Powell, qui prend la gouvernance de la Fed en février, eh bien c'est le meilleur successeur à Janet Yellen, c'est-à-dire ceux qui s'alignent plus dans la politique monétaire de l'actuel président, de l'actuel gouverneur, pardon. Donc voilà, on n'a pas vraiment d'argument qui permettrait de payer le dollar. Tout a été pressé par le marché. Voilà. Donc pas de, pour le moment en tout cas, en ce 8 janvier 2018, je ne vois pas d'argument qui permettrait de payer le dollar pour l'année 2018. En tout cas, c'est à mon sens. L'USD CAD, alors bull, moi je ne suis pas bull sur les CAD, comme vous savez, je suis baissier en swing. CAD Yen bullish, voilà exactement, et AUD Yen bullish également. AUD Yen qu'on peut voir tout de suite. Voilà, AUD Yen qui a atteint également, vous pouvez voir cette résistance à 89. On a potentiellement une hausse jusqu'à 90, mais ensuite il faudra faire attention étant donné que le cours aura atteint un niveau de résistance majeur. 1 euro sur 1,24 et les marchés européens montent encore. Eh bien oui Philippe, l'appétit pour le risque, tout simplement. L'euro qui est haussier, et même s'il progresse jusqu'à 1,24, c'est possible que les indices européens progressent. Regardez un petit peu ce qu'on a connu en début d'année 2017. Moi, comme vous le savez, je m'attends en ce premier semestre 2018 à un remake du premier semestre 2017. Je m'explique. On va mettre l'euro-dollar devant nous. L'euro-dollar devant nous sur un an, même un peu plus sur un an, voilà, sur un an, à quelques jours près, voilà, 2017. Donc là, nous avons 2017. Si on regarde un petit peu, par exemple le DAX ou même le CAC 40, eh bien, on a eu une première partie où, bien que l'euro avait progressé, les indices européens avaient également progressé. C'est simplement en fin juin, lorsque les marchés eh bien, ont tendance, vous savez, à prendre des bénéfices. Pourquoi? Parce que les institutionnels partent et donc on n'a pas vraiment de flux. À part en juin, à partir de juin où on a eu la corrélation qui est redevenue négative entre l'euro et les indices, mais en début d'année, on avait l'appétit pour risque qui était combiné à la force de l'euro, mais l'appétit pour risque a permis justement de dépasser cette corrélation. Donc voilà, c'est pas parce que si l'euro est haussier en début d'année, c'est pas pour ça qu'il faut shorter les indices tout simplement. Voilà, faut faire attention. Si on a l'appétit pour risque, généralement sur les indices européens, eh bien l'appétit permet d'effacer justement cette corrélation, permet de l'oublier. Maintenant, si on n'a pas d'appétit pour risque, ça va être compliqué. Mais donc voilà, c'est pas parce que l'euro s'il atteint 1,24 en avril, c'est pas pour autant que les indices européens vont venir toucher des plus bas. Un petit mot sur l'euro-yen de la part de Alexandre. Alors c'est parti pour l'euro-yen. L'euro-yen, bien écoutez, la force de l'euro, le breakout, comme vous pouvez le voir, le breakout que nous attendions, c'était à 134,38. Il a eu lieu aux alentours du 20 décembre, avec une confirmation le 27. Alors qu'est-ce que j'appelle une confirmation? C'est quand on a une clôture au-dessus du prix de clôture du breakout.
Donc voilà, confirmation le 27. Et depuis, on a une petite tendance haussière. On vient chercher les 136. On a une prise de bénéfice. Donc là, 135. Un retour à 135. Ça serait un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Retour à 135 pour viser les 137. Franck qui nous dit nous sommes sur des zones hautes sur GBP USD, GBP Yen, sentiment baissier moyen terme selon moi, et vous votre sentiment. Alors moi moyen long terme j'ai plutôt un sentiment haussier, maintenant c'est vrai qu'à court terme, je m'attends plutôt à une légère baisse. Je m'attends plutôt à une légère baisse parce que comme vous l'avez dit, on est sous résistance. Vous voyez, GBP USD sous résistance, GBP Yen c'est pareil. Alors le GBP Yen il est ici, il est sous résistance, donc voilà, on n'a pas vraiment de catalyseur encore une fois hein, qui permettrait de passer haussier. Voilà, ce qu'il faut regarder sur le GBP, plus que le Brexit, honnêtement, c'est la Banque d'Angleterre. Actuellement, il y a une hausse des taux qui est attendue en 2018. S'il y en a une deuxième qui se rajoute, si le marché commence à presser une deuxième, on aura probablement un déblocage du GBP. Et le GBP Yen marquera encore des nouveaux sommets, tout comme le GBP USD. C'est plus vraiment le Brexit. Alors oui, certes, si on a un Brexit qui revient en force, oui, la livre sera de nouveau impactée. Mais maintenant, le soft Brexit n'a plus réellement d'impact sur la livre. On a pu le voir lors des dernières négociations, on n'a pas vraiment eu de changement directionnel. Donc voilà, c'est plutôt la Banque d'Angleterre qui fait driver le marché sur la livre sterling. Alors, je passe tout de suite au marché action, à l'euro GBP Catherine. L'euro GBP, ensuite je passe au marché action. L'euro GBP, voilà, range. Tout ça, encore la même chose, hein. Le range, on a payé le 10 décembre en bas et on va venir chercher les 0,8956. Alors faut être patient parce qu'on a l'euro et la livre qui sont tous les deux soutenus par le dollar et par les bonnes statistiques actuellement. Donc voilà. Mais moi je m'attends plutôt à une super performance de l'euro à court terme et sur du moyen long terme je m'attends à ce que ça varie. C'est-à-dire qu'à un moment on a une super performance de l'euro, à un autre moment super performance du GBP, mais qu'au final le cours reste en range. Donc moi si je devais donner un opinion pour les 3 prochains mois, si je devais en donner un pour l'euro GBP, ça serait une poursuite du range. Alors Philippe qui nous dit oui en relatif avec l'indice, mais le niveau absolu de l'euro était plus faible début 2017. La question c'est plutôt est-ce que 1,24 est un niveau élevé ou non si l'appétit pour risque progresse. Pourquoi pas 1,26. C'est vrai qu'en relatif, oui, on est en relatif. Après l'euro, les indices européens sont cotés en euros, donc si on regarde en absolu, ça va pas beaucoup changer. C'est plutôt par rapport au S&P. Si on regarde le S&P en euros, oui, là on va avoir une différence. Je vous le fais voir pour ceux qui ne savent pas. On regarde le S&P en relatif et on regarde le S&P en euros. Le S&P en euros qui est S&P mince. Voilà. USD euro. Et là on a la performance du S&P en euros. Donc par exemple, si vous avez acheté du S&P il y a un an jour pour jour, vous n'aviez pas une performance de 20%, mais de 5,47%. Voilà. Et pour l'inverse, c'est-à-dire que si par exemple Wall Street, les Américains, s'ils s'intéressent au marché action européen, ils vont profiter de la force de l'euro. Là, on regarde, on va remettre le CAC 40. Alors, c'est pas ça. CAC 40, index CAC, voilà. Là, nous avons le CAC 40 en relatif sur un an, c'est 11,42%, donc on pourrait se dire que c'est moins bien que le S&P, mais comme on a pu le voir, le S&P en euros, il est seulement de 5%. Et donc là, on a le CAC et le CAC en dollars, parce que eh bien les investisseurs internationaux sont plutôt en dollars, payent bien évidemment du CAC en euros, mais on a le taux de change qui impacte. Et le CAC, vous pouvez voir en dollars, eh bien il est quand même de 27%. C'est pour ça que les marchés actions européens, moi je m'attends encore à une hausse. Je m'attends encore à une hausse supportée également par la hausse de l'euro.
Voilà, c'est pas parce que l'euro progresse qu'on a des indices européens qui sont pas bons. C'est attractif pour les investisseurs internationaux. Et donc ça va tirer des flux vers le haut. Euh, donc voilà, moi, on va passer aux indices. Les indices, moi je m'attends plutôt à une hausse pour le premier trimestre, au moins pour le premier trimestre 2018. Déjà un retour au sommet, c'est-à-dire 3007 sur l'Eurostoxx 50. Alors le signal sera donné lorsque le cours clôturera au-dessus de 3620 points. Si on a une clôture au-dessus de 3620, on a un signal haussier, direction les 3007. En attendant, c'est toujours cette moyenne mobile à 200 jours à payer. Bon, on paye la moyenne mobile à 200 jours pour viser 3007. Le CAC, c'est pareil. On paye la moyenne mobile à 200 jours pour viser. On peut voir les 5500 qui ont été touchés, presque touchés. Voilà, mais on va chercher 5136. Donc là, la moyenne mobile à 200 jours, elle est assez loin. Est-ce qu'on a quelque chose à faire sur le CAC actuellement? Non. Pourquoi? Parce qu'on est sous résistance. Nous sommes sous résistance, donc ça va être un peu risqué de payer, d'acheter sous une résistance. Donc si on a un repli à la moyenne mobile de 50 jours, pardon, ce sera le premier niveau de prix intéressant à s'intéresser pour acheter. Voilà, 5370, ça peut être intéressant pour viser les 5500. Et pour ce qui est du DAX, eh bien, si on a un retour pareil à cette moyenne mobile à 13 000 points environ, si on a un retour à 13 000, on pourra de nouveau le payer jusqu'à 13 500. Voilà, donc, niveau de prix intéressant, je le répète, l'Eurostoxx, on va s'intéresser à 3550, 3550, même 3168. En fait, ça va être les moyennes mobiles à 50 jours sur du court terme et 200 jours sur du moyen et long terme. En intermédiaire, pour moi, si je devais donner un niveau de prix intermédiaire, ça serait, eh bien, les précédents sommets, enfin, les précédents hauts du range. Là, on avait un range, vous pouvez voir. Et donc, ce niveau de prix, 5415, c'est le premier niveau de support. Donc, premier niveau de support, 5415. Deuxième, la moyenne mobile à 50 jours. Et le troisième, la moyenne mobile à 200 jours. Pour ce qui est du CAC, on a ce range ici à 13 170, qui est le premier support, 13 000 le deuxième et 12 725 le troisième. Voilà, alors je ne pense pas qu'on aura un retour à 12 725, mais on peut voir par contre que cette moyenne mobile à 200 jours est particulièrement efficace. DAX, regardez, retour à moyenne mobile à 200 jours, un rebond. Le CAC, retour à moyenne mobile à 200 jours, un rebond. On regarde le MIB, moyenne mobile à 200 jours, rebond. L'IBEX, bon l'IBEX c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on avait le fameux pardon le fameux cas de la Catalogne, mais regardez, retour à 10 000 points, le fameux retour à 10 000, achat. Donc là les 10 000, ça y est, on a eu un triple bottom, alors pardon, un triple test du support, pas un triple bottom parce que ça n'a pas été validé par la ligne de coup, qui est à 10 500. Mais voilà, on a eu un triple test de ce support, ce qui indique que ce support est très très important, très fiable même. Je ne pense pas honnêtement qu'on aura un retour à 10 000 points, mais s'il y en a un, encore une fois, on peut voir que l'histoire nous montre que ce niveau de support qui a survécu au surlendemain du résultat illégal de l'indépendance de la Catalogne et quelques jours après le résultat officiel, les vrais, les, le résultat des vraies élections organisées par Madrid, on a eu les 10 000 et pourtant ça a tenu. Donc voilà, on n'a pas vraiment de... Et là, nous avions le doute sur la réforme fiscale américaine. Donc voilà, les 10 000 points ont survécu à des, des événements très importants. Donc si on a un test pour une quelconque raison, pour moi, ça sera un niveau de prix technique intéressant. Voilà, et donc l'Eurostoxx, bon, on a eu une petite excursion sous la moyenne mobile de 200 jours, mais voilà, l'Eurostoxx 50, je m'attends toujours à ce qu'il vienne chercher les 3007, et on peut voir qu'il est un petit peu en retard par rapport au CAC et au DAX. Le CAC qui est revenu chercher ses plus hauts d'octobre-novembre, regardez ici, le CAC qui les a atteints, presque atteints, le DAX c'est pareil, l'Eurostoxx pas encore. Et pas encore, il est plutôt encore loin. Donc voilà, l'Eurostoxx,
je pense que d'ici les prochaines semaines, prochains mois, il viendra chercher 3007 et même on ira chercher des nouveaux records tels que les 3860. Donc voilà. Si vous avez des questions sur les indices, je pense y avoir répondu. Alors attendez. Alors, j'avais une question de la part de Philippe. Bonjour, bonne année. Sur les indices, pensez-vous que le mouvement est suivi par la plupart d'entre nous quand on regarde l'indice des sentiments des marchés? Alors oui. Alors, alors ça, je ne sais pas. Moi, mes auditeurs, hein, il me semble, j'ai rarement dit de shorter les indices. Pour ceux qui me suivent, hein, vous savez que moi, je suis bullish et surtout les indices européens. Les mois immobiliers de 100 jours, voilà, on les paye depuis plusieurs mois. Donc, pour ceux qui me suivent, je pense honnêtement qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, ou alors, bah après c'est à vous de voir, hein, c'est votre analyse. Moi en tout cas, vous connaissez mon analyse, hein, je suis aussi sur les marchés actions. Pourquoi? Bien parce qu'on a une hausse de la croissance, on a de l'appétit pour le risque, on a les marchés qui sont inondés par les banques centrales, il y a des capitaux, les marchés, enfin ce qui soutient l'appétit pour le risque. Donc bon, on a un tas de critères qui justifient la hausse des marchés actions. Alors probablement pas aussi bien, on fera pas probablement pas aussi bien en 2018 qu'en 2017. Pourquoi? Parce que 2017 c'était vraiment une année fantastique pour le marché actions, donc c'est difficile de faire mieux que si on a 19 sur 20, vous voyez. Donc, mais ça reste quand même une année qui va être plutôt, je pense, très positive pour les valeurs à risque. Personnellement, j'ai raté pas mal de la hausse vu qu'on ouvre de plus de 80 points en moyenne en gap sur le DAX par exemple ces jours-ci. Doit-on profiter des gaps pour attendre un retracement ou au contraire les considérer comme des achats en daily possible? Alors, ça c'est assez compliqué, hein. Philippe, je vous l'accorde. Alors, en fait, ça peut autant être l'un que l'autre. Je m'explique. Déjà, les gaps, c'est souvent lorsqu'on a un gap, ça va servir de support et de résistance. Voilà, un gap, c'est un niveau de prix euh, de support et de résistance d'un point de vue technique. Sinon, moi le mieux, c'est pour ça que j'aime bien le swing trading sur les marchés actions. Sur les marchés actions, les moyennes mobiles à 200 jours, honnêtement, c'est vraiment la base. C'est ceux que vous devez ajouter à votre graphique. C'est ceux qui vont vous donner le tempo. Moi, j'ai mis un remplissage gris en décembre, entre la moyenne mobile à 50 et 200 jours, parce que pour moi, cette zone-là, c'est une zone de respiration. C'est à ce moment-là, le marché il respire. Vous voyez, on a des phases où le marché respire, et ensuite on repart. Impulsion, respiration, impulsion, respiration, impulsion, respiration. Et là, on a une nouvelle impulsion. Une nouvelle impulsion qui va, selon moi, venir chercher 13 005, 13 006. Et enfin, pourquoi pas 14 000 d'ici les prochaines semaines, voire prochains mois. En tout cas, tout mène à croire, hein. On a toujours une politique monétaire plutôt accommodante en zone euro. Certes, on a l'euro qui est haussier, mais bon, on peut pas tout avoir. Ça veut dire quand même que c'est une bonne nouvelle, hein, que si l'euro est haussier, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs. Donc voilà, le marché a un appétit pour la zone euro. Aux États-Unis, on a des marchés actions qui sont quand même, vous le savez, extrêmement peut-être surévalués, je ne sais pas. Enfin, ça c'est relatif de dire surévalué, c'est vraiment une opinion personnelle. Moi, je n'ai pas cette opinion-là, mais c'est vrai qu'il, d'un point de vue des indicateurs, si on regarde le ratio PE, eh bien, il est beaucoup plus élevé qu'en zone euro, donc ça c'est un fait. Donc voilà, les marchés actions européens sont aujourd'hui plus attractifs en termes de prix que les marchés actions américains. En plus de cela, on a une politique en zone euro qui s'améliore, qui se consolide par rapport à ce qu'on avait il y a un an. Je vous rappelle qu'il y a un an, nous avions peut-être eu un Italie exit. Ça c'était en décembre 2015, décembre 2016 pardon. Nous avions également les élections aux Pays-Bas avec un europhobe et quelqu'un de plutôt classique. En France, c'était pareil. Enfin, classique, hein, pardon, c'était quelqu'un qui était pour l'euro. Un pour et un vraiment contre. En France, c'était pareil. En Allemagne, nous n'avons pas la même chose. En Allemagne, on a deux représentants, deux candidats pardon, enfin les deux plus grands partis qui sont pour l'euro. Donc, on n'a pas ce problème-là, mais donc voilà, on a plutôt une amélioration si on devait comparer à ce qu'on avait il y a un an. On a une amélioration de l'image politique en zone euro, ce qui justifie tout simplement les achats pour ces valeurs-là. Donc voilà, zone euro,
pour moi, c'est achat. Achat sur du moyen long terme. DAX, je ne serais pas étonné si en avril on vient chercher les 14 000. Le DAX, je ne serais pas étonné si on vient chercher les 5 140, voire même 5 700 en avril. Et pour l'Eurostoxx, concrètement 3 860, ça me semble tout à fait possible. Voilà. Au moins je suis clair, pas d'opinion baissière pour l'Eurostoxx, enfin pour les marchés actions, tout simplement. Même pour Wall Street, honnêtement, bien qu'il soit extrêmement évalué, je n'ai pas d'opinion baissière. Tant qu'on n'a pas de signaux baissiers, on suit la tendance. C'est important de suivre la tendance et de revenir aux bases. Voilà, la tendance est notre ami. Et tant qu'on n'a pas de changement de tendance, eh ben, nous ne changerons pas d'orientation. Et donc l'orientation est haussière. Et donc il faut s'intéresser aux positions acheteuses. Voilà. Donc, le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq, peu importe, on s'intéresse à la moyenne mobile à 50 jours. Regardez ici, c'est le Nasdaq, 50 jours. Moyenne mobile à 50, moyenne mobile à 50, moyenne mobile à 50 jours, également là, voilà. Donc, si on a un retour à moyenne mobile à 50 jours, ça serait parfait. Le S&P, c'est pareil, moyenne mobile à 50 jours qui est ici. Moyenne mobile à 50 jours. Voilà, tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile à 200 séances, honnêtement, il n'y a aucun risque, enfin aucun risque. J'ai envie de dire, les replis ne m'inquiètent pas. Voilà. Bon, par rapport à moyenne mobile à 200 jours, on est quand même à 8%, donc si on a un repli de 8%, c'est quand même assez important. Je vous cache pas que ce serait plutôt bien. Moi, je préfère vous le dire. Si on a un retour, si on a un pullback de 8%, moi, je serais content parce que ça permettrait d'avoir une marge de progression importante. Ça permettrait de laisser respirer le marché un petit peu parce qu'on peut voir que, en fin de compte, on a des achats, mais on n'a pas vraiment de prise de bénéfice. Et des respirations de plus de 5%, c'est essentiel pour que la tendance reste saine. Or, un repli de plus de 5%, ça n'a pas eu lieu depuis l'année 2016. Vous voyez qu'en 2016, alors, voilà. Ça fait depuis l'année 2016, depuis l'été 2016, qu'on n'a pas eu de repli de plus de 5%. À part, voilà, dans la nuit de l'élection de Donald Trump avec Hillary Clinton. Mais si on fait abstrait de cette bougie, parce que c'est un petit peu du bruit, c'est pas vraiment des respirations de momentum, on peut voir que on n'en a pas eu depuis assez longtemps. Donc si on a un repli à 2600, ça fait quand même un repli de 5%, ça serait déjà le premier niveau à s'intéresser, pour du moyen long terme. Donc voilà, 3 niveaux à s'intéresser. La moyenne mobile à 50 jours qui se paye sur du court terme, ce support à 2006, mais l'idéal, ça serait un retour à cette moyenne mobile à 200 jours. Que ce soit sur le S&P, le Nasdaq, le Dow Jones, peu importe. Voilà, moi vraiment, s'il y a un retracement de Wall Street, ça serait vraiment l'idéal. Et enfin, je passe sur les matières premières. Ensuite, je vois qu'il y a des questions sur du forex, donc je vais y revenir juste après. Le pétrole, bien le pétrole qui a cassé son range. Le Brent qui dépasse 65 $. Il dépasse 65. Bon, pour moi, il y aura un retour sur ce niveau de prix avant de chercher 70. On peut voir qu'on a une belle hausse de celui-ci. La moyenne mobile à 50 jours qui n'a pas été inefficace dans cette tendance haussière. On peut voir qu'elle a eu un rôle particulièrement important. Rebond ici. Rebond. Voilà, donc si on a un retour à moyenne mobile à 50 jours, ça serait intéressant pour passer à l'achat. Pour ce qui est du brut, le brut, si on a un retour à 60 $, c'est un seuil psychologique, et donc ça se paierait. Voilà. Retour à 60, on paye. On paye pas pour chercher des nouveaux records, mais on paye simplement pour venir chercher les précédents plus hauts, aux alentours des 62 $ sur le brut, et sur le Brent, c'est aux alentours des 68. Pourquoi pas à moyen long terme chercher 70 que sur le Brent, pas sur le brut, parce que je vous rappelle que le brut c'est un pétrole américain, le pétrole Brent, le WTI, le WTI qui est l'équivalent du pétrole brut. C'est le pétrole américain. Aux États-Unis, on a une production de pétrole extrêmement importante qui est en hausse, avec des puits de pétrole qui sont en hausse. Donc voilà, restons prudents sur le pétrole américain. Pour ce qui est du pétrole international qui est le Brent, là par contre, on a des stocks qui diminuent.
On a l'OPEP qui continue ses efforts avec la Russie. Donc voilà, si on devait avoir une hausse du pétrole, ça serait plus sur le Brent que le brut. Par ailleurs, alors je n'ai pas fait ce graphique, donc c'est une pure découverte. Mais si on regarde le brut versus le Brent sur un an, il faut voir que le Brent évolue à une hausse de 23,50%, alors que le brut est de 18%. Donc vous pouvez voir qu'on a le Brent qui augmente son spread. Vous pouvez voir son spread, hein. Là on avait une corrélation positive. Et depuis qu'on a le marché qui price un nouveau gel de la production de l'OPEP, c'était en septembre, je vous rappelle, eh bien on a ce Brent qui superforme le brut. Alors que tout au long de l'année 2017, nous avions une corrélation, vraiment on n'avait aucune superperformance. Donc là on retrouve cette superperformance qui est justifiée par le nouvel accord de production de l'OPEP. Voilà, donc le Brent, pour moi, ce que j'attendrais, ce serait un retour à 65 $ pour viser 68, 20 et enfin 70. Et donc j'ai une dernière question qui est sur les NZD Yen. NZD Yen. Alors, NZD Yen. Alors là on est sous un niveau de résistance 91,25. 91,25. Le RSI qui a un niveau assez élevé quand même. Moi je ferai attention pour les stratégies acheteuses. Si j'étais à l'achat, alors je ne le suis pas, hein, je préfère vous le dire, mais si j'étais à l'achat, je prendrais une partie des bénéfices, voire l'intégralité des bénéfices. Il y aurait, je pense qu'il va y avoir un retour à 80. 80 qui est l'équivalent de la moyenne mobile à 200 jours également. Pourquoi? Parce que le RSI, tout simplement, on a un momentum qui est extrêmement élevé. Et les dernières fois où le momentum était à ce niveau de prix, vous pouvez voir qu'on a eu des petits replis. On a eu ici un petit repli. Bon, après, ensuite, on a eu une belle hausse. C'est pas pour ça qu'il faut vendre à tout prix le NZD Yen. Mais un petit repli, petite phase de respiration jusqu'à 80, ça serait largement possible. Retour à 80, on pourrait s'intéresser pour des positions acheteuses si le RSI est revenu aux alentours des 60. Si le RSI est à 60 et que le prix est à 80, on pourra acheter direction 91,25 qui serait alors le récent plus haut, et ensuite à 84. Alors, Alexandre, un avis sur le DAX. Alors oui, je redonne mon avis sur le DAX. Alors mon avis sur le DAX en intraday, il est neutre. Il est neutre pourquoi? Parce qu'on n'a pas de catalyseur, que ce soit sur le DAX ou les autres marchés actions. En intraday, on n'a pas de catalyseur qui permettrait une hausse. On a quelques statistiques, certes, à 11 heures en zone euro. Maintenant, est-ce que ça va faire driver le marché? Je ne pense pas. On est lundi. Nous sommes lundi, donc voilà. À court terme, néanmoins, les trois niveaux de prix intéressants pour passer à l'achat, ça va être le haut du précédent range, on va dire à 13 200. Voilà, 13 200, 13 170. Deuxième niveau de support, c'est la moyenne mobile à 50 jours, qui est actuellement à 13 085. Et enfin, le troisième niveau, qui serait le meilleur, ça serait un retour à la moyenne mobile à 200 jours, qui est actuellement à 12 723. Philippe qui me demande, merci pour les MM50 et 200, on peut descendre jusqu'à 4 heures ou davantage peut-être en intraday. Alors en intraday, alors déjà, ces moyennes mobiles sont très très importantes sur du daily, sur du journalier. Donc vous pouvez utiliser sur de l'intraday, sur du 1 heure, mais en ayant des moyennes mobiles en journalier. Par exemple, là vous notez 13 085, 12 724, vous pouvez mettre ou alors des lignes, vous les mettez par exemple en orange, et là vous aurez déjà des niveaux de prix que vous devrez faire attention en intraday. Alors certes, il faut les actualiser tous les jours, mais bon, il n'y a pas d'autre solution pour le moment. En H4, oui, pourquoi pas. En H4, ça s'utilise également. Maintenant, en 1 heure, je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne veux pas dire je ne sais pas, mais je sais que ces modes mobiles ont tout leur intérêt en daily. Et plus on va sur des unités de temps plus faibles, plus elles perdent d'intérêt. Parce que c'est les institutionnels qui font les marchés. Et les institutionnels, nous le savons, alors il n'y a pas d'affirmation,
parce qu'ils vont pas donner leur stratégie, mais c'est bien connu que les professionnels utilisent les moyennes mobiles à 50 et 200 jours, pas 200 périodes, 200 jours. Donc voilà, en intraday, si on va sur du 1 heure, c'est à vous de regarder si elle a de l'intérêt, mais je ne saurais vous dire avec vraiment affirmation de l'utiliser sur du 1 heure par exemple. Sur du 4 heures, oui, pourquoi pas. Ça va encore une fois être moins efficace que sur du journalier, mais pourquoi pas. Maintenant, vraiment, le plus efficace pour ces 2 mois mobiles, c'est sur du journalier. Y a pas mieux. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. J'espère que ça vous aura plu. Demain, nous reprendrons les stratégies vraiment sur les paires croisées, enfin sur le forex, sur tout le marché. Donc voilà, merci à vous pour votre attention. On se retrouve demain pour le prochain point de marché complet. Encore merci pour votre présence. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver pour ce premier point de marché enfin mon premier point de marché de l'année. Et donc je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à la même heure et dans la même salle de trading.